Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne Vestiaire et ce nouveau format de vidéo actualité. Bon, je pense que l'info ne vous a pas échappé, ce mois de mai 2026 est extrêmement chaud, anormalement chaud. La France entière vient de passer une semaine sous des températures dignes du mois de juillet, hein. Même moi qui suis de la team été, j'avoue, j'ai eu du mal à tanker ces chaleurs. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est pas la météo en elle-même, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe quand cette chaleur de dingue tombe pile au même moment qu'un des plus grands événements sportifs de l'année, en plein cœur de Paris. Vous me voyez venir, je parle bien de Roland-Garros. Parce que bon, pendant que nous là, on cherchait de l'ombre et un ventilateur, les meilleurs joueurs de tennis de la planète, eux, ils devaient courir pendant 3, 4, voire 5 heures sur un court en terre battue, en plein cagnard par 34 degrés. Et ce qui devait arriver est arrivé, les corps ont lâché un par un littéralement. Là où ça devient une vraie histoire, c'est que derrière ces malaises, derrière ces joueurs qui se sont écroulés, il y a une institution qui a regardé tout ça sans rien faire. En répétant tranquillement dans les grandes lignes, tout va bien, on respecte le protocole quoi. Alors aujourd'hui, on va faire trois choses. D'abord, je vais vous résumer tout ce qui s'est mal passé à Roland-Garros cette année vis-à-vis de la chaleur, le tout dans l'ordre, parce qu'à force d'accumuler, vous allez juste halluciner. Ensuite, on va parler de l'inaction du staff, de tout ce qu'on leur reproche au final. Et enfin, je vais vous montrer le vrai problème, celui qu'on cache un peu sous le tapis, pourquoi malgré tout ça, le tournoi n'a rien arrêté du tout. Et là, bon spoiler, ouais, on va parler d'argent. Allez, il est temps de résumer tout ce bordel. Ok, commençons cette vidéo par les faits, donc juste par les faits, et on va les prendre dans l'ordre chronologique parce que c'est en les empilant qu'on va vraiment comprendre l'ampleur du truc. En fait, tout a commencé avant même le tournoi, le 21 mai. Un énorme anticyclone s'est installé sur la France, les météorologues appellent ça un dôme de chaleur, donc imaginez une cloche invisible posée sur le pays qui emprisonne l'air chaud et qui refuse de le laisser partir littéralement. Résultat, des températures de 9 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Voilà, donc pas 2, pas 3, 9 à 12 degrés trop. Le 25 mai, Météo France a placé 8 départements de l'Ouest en vigilance orange canicule et l'organisme l'a précisé lui-même. C'était une première à une date aussi précoce dans l'année. Et entre-temps, le 24 mai, Roland Garros a ouvert ses portes pile au pire moment. Les premiers jours du tournoi ont été extrêmement compliqués à tanker pour les joueurs. Lors d'un match du premier tour entre Andrei Rublev et un certain Ignacio Bouzet, sur le petit court numéro 7, une ramasseuse de balles, donc une ado, a manqué de s'évanouir en plein jeu. L'arbitre a dû descendre de sa chaise pour lui porter assistance. Une juge de ligne et un officiel l'ont évacué du cours. Et puis bon, même si elle s'en est remise, la première personne à craquer à Roland Garros 2026, c'était une gamine venue ramasser des balles. Ça commençait bien. Et le truc c'est que, vous le savez, ce n'était que la première victime d'une longue série. Dans la foulée, ça s'est enchaîné, hein. Casper Ruud, un gros joueur norvégien qui a déjà été finaliste de Roland Garros, s'est retrouvé au bord de l'évanouissement après 3 heures de jeu. Un médecin a dû venir l'ausculter sur place avant qu'il puisse reprendre. Et dans les tribunes, même combat. Les spectateurs suffoquaient, cherchaient l'ombre, l'eau, personne n'était épargné. Et je vous le répète, ce n'était que le début. Le 26 mai a été ni plus ni moins que la journée du mois de mai la plus chaude jamais enregistrée en France. L'indicateur thermique national, la moyenne du pays, a grimpé à 24,8 degrés. Du jamais vu pour un mois de mai. Et la chaleur, elle, n'est pas redescendue derrière. Le lendemain, le 27, sur les cours, on relevait des pics au-dessus de 34 degrés, avec une température ambiante autour de 33 et un ressenti qui montait à 37-38 degrés. Et tout ça à l'ombre, hein, parce que les températures, on les mesure toujours à l'ombre. Sur le cours, en plein soleil, c'était l'enfer. Et c'est précisément ce 27 mai, dans cette fournaise, que Novak Djokovic a disputé un deuxième tour épuisant contre le français Valentin Royer. 4-7, près de 3h45 de combat en pleine fournaise. Novak a finalement gagné, mais il en est sorti juste lessivé. Le lendemain, le 28 mai, clairement, on était sur le sommet de l'absurde, hein. Ce jour-là, Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, le meilleur joueur de la planète littéralement, l'homme qui est arrivé à Paris sur une série de 30 victoires consécutives après avoir raflé 5 Masters 1000 d'affilée, s'est retrouvé face à un certain Juan Manuel Cerundolo. Sinner, c'était le grand favori, surtout que son seul vrai rival, Carlos Alcaraz, est forfait cette année. Bref, il avait toutes ses chances de son côté. Puis d'un coup, il a décliné. Vertige, douleur musculaire, sans doute des crampes, il s'est assis sur les panneaux publicitaires au bord du cours pour reprendre ses esprits. L'arbitre est descendu, est venu aux nouvelles et Sinner, le numéro 1 mondial, je le rappelle, lui a répondu qu'il ne savait pas ce qu'il avait. Peut-être une déshydratation, mais pas sûr. Il a pris un temps mort médical, a filé au vestiaire plusieurs minutes pour une évaluation. Il s'est collé des poches de glace sur la nuque, mais il n'était plus quoi. Il a encaissé 18 points d'affilée et il a juste basculé quoi. Yannick s'est fait éliminer
au deuxième tour, à la surprise générale. Alors petite précision importante tout de même, est-ce que c'était la chaleur qui a fait tomber Sinner? Eh ben, on ne le sait pas vraiment et lui-même a dit que non. En conférence de presse, il a refusé de se cacher derrière la météo et il a mis sa défaillance sur le compte d'une journée sans quoi. Pas d'énergie, un corps déjà cramé par une tournée de printemps de dingue, avec les 5 Masters 1000 enchaînés, hein, je le rappelle. Certains ont même évoqué une blessure à la cuisse. Bref, lui, il écarte la chaleur, mais l'image, elle, bah, elle reste indiscutable. Le meilleur joueur du monde, Agar, des poches de glace sur la nuque, qui parle de déshydratation sur le court et qui s'écroule au beau milieu du mois de mai le plus chaud de l'histoire de France. Qu'on attribue ça à la chaleur ou pas, le décor, lui, bah il ment pas quoi. Puis la cerise sur le gâteau, dès le lendemain, c'est Djoko lui-même qui s'est fait sortir à son tour au troisième tour par le jeune Joao Fonseca au bout d'un match de 4h53 presque 5h, 5-7 en pleine chaleur. Franchement, j'ai cru plus d'une fois qu'il allait abandonner, hein. Après, je veux dire, le gars a 39 ans. Il résiste trop bien pour son âge. Ok, on va récapituler l'accumulation, parce que mise bout à bout, c'est assez vertigineux quand même. Une ramasseuse de balles évacuée, un finaliste de Grand Chelem au bord du malaise, un public qui suffoque, le numéro 1 mondial qui finit épuisé sur le court central, même destin pour Novak le lendemain. Tout ça sur quelques jours, dans l'un des mois de mai les plus chauds de l'histoire de France. Et encore, je vous ai même pas parlé de Jakub Menchik, le Tchèque 27e mondial de 20 ans qui a disputé un deuxième tour dantesque contre l'Argentin Mariano Navone. 5-7, 4h41 minutes de jeu, un super tie-break qui s'est terminé 13-11, le tout en plein cagnard sur un court sans toit. Et au moment exact où il a gagné la balle de match, le moment où normalement tu lèves les bras, tu cries, tu vis le plus beau moment de ta journée, Menchik s'est écroulé. Il est tombé au sol et il ne s'est pas relevé, quoi. Enfin, pas une célébration, pas un point serré. Il est resté là, par terre, sur la terre battue. Son adversaire a dû carrément traverser le filet et se baisser jusqu'à lui pour lui serrer la main au sol, parce que Menchik ne pouvait physiquement pas se lever. L'arbitre est descendu, les médecins sont arrivés, la sécurité civile a débarqué, et il a fini par quitter le court sur ses jambes, mais de justesse quoi. Ah oui, et ce qui est encore plus fou dans son histoire, c'est que pendant le match, alors qu'il cramait de partout et qu'il essayait désespérément de se rafraîchir au changement de côté, l'arbitre l'a quand même sanctionné pour dépassement de temps. Le mec était littéralement en train de crever le chaud et on lui tape sur les doigts parce qu'il prend trop de temps entre les points. À essayer de ne pas s'évanouir quoi, hein, littéralement. En conférence de presse, Menchik a lâché deux phrases qui résument bien la situation, hein. C'est insensé de jouer avec cette chaleur et je ne peux pas respecter l'arbitre de chaise au vu de la façon dont il s'est comporté avec moi. Bref, on est déjà sur une liste juste aberrante de victimes, hein, et le pire dans tout ça, c'est qu'à aucun moment, jamais, le tournoi n'a déclenché son protocole chaleur pour stopper ou décaler le moindre match. Comment c'est possible, sérieux? Enfin, je veux dire, il n'y a pas une règle pour ça? Enfin, on peut pas à un moment juste arrêter ou décaler les matchs? Alors, si, mais sur le papier. Et c'est précisément là le problème. Faut savoir qu'il existe un protocole chaleur extrême, une règle que l'ATP, donc l'instance qui gère le tennis masculin, a mise en place cette année, en 2026, en copiant ce qui existe depuis longtemps à l'Open d'Australie. Et elle repose sur un indicateur au nom un peu barbare, le WBGT. En gros, le WBGT, c'est pas juste la température de l'air, hein. C'est un chiffre qui essaye de mesurer ce que le corps des athlètes encaisse vraiment. Parce que 35 degrés dans un air sec, ça va à peu près, votre sueur s'évapore, votre corps se refroidit tout seul, c'est sa clim naturelle en gros. Mais 35 degrés dans un air très humide, c'est l'enfer, hein. La sueur ne s'évapore plus, elle reste collée sur la peau, la clim interne tombe en panne en gros, et le corps surchauffe pour de vrai. Donc le WBGT, il combine à peu près tout. La chaleur, le vent, le soleil et surtout l'humidité. Il sort un seul chiffre pour dire voilà à quel point c'est dangereux pour un humain qui fait de l'effort. Le truc c'est que concernant ce fameux WBGT, bah, il y a deux seuils à vraiment prendre en compte. Le premier palier à 30,1, les joueurs ont droit à une pause de 10 minutes en milieu de match. Et le deuxième palier à 32,2, là on peut carrément interrompre le match, voire fermer le toit sur les cours qui en ont un, comme le Philippe Chatrier ou le Suzanne Langlaine. Donc le filet de sécurité existe, sur le papier tout est prévu, sauf qu'à Roland Garros, en pleine canicule historique, ce seuil n'a jamais été franchi. Selon la Fédération française de tennis elle-même, aucun match n'a jamais été interrompu pour cause de chaleur à Roland Garros. Pourquoi? Bah parce que comme je vous le disais, cet indice grimpe surtout avec l'humidité. Mais le truc c'est qu'à Paris, l'air il est sec, beaucoup plus sec qu'à Melbourne par exemple, où se joue l'Open d'Australie et où l'air est étouffant d'humidité. Du coup, à Paris, vous pouvez avoir 34 degrés, un soleil de plomb, des joueurs qui s'effondrent, mais comme l'air reste sec, l'indice WBGT, lui,
bah, il reste sagement sous le seuil fatidique. Vous le voyez un peu le piège là? Le thermomètre il hurle, les joueurs ils lâchent les uns après les autres littéralement, mais l'indicateur officiel, donc celui qui décide si on s'arrête ou pas, reste dans le vert, parce qu'elle a été pensée pour la chaleur humide à la Melbourne, qui n'est pas la chaleur sèche de Paris. Donc techniquement, le staff peut dire en toute bonne foi, en toute légalité, que le seuil n'est pas atteint, donc on continue, et c'est vrai. Bah, c'est factuellement vrai. C'est ça qui rend le truc si pernicieux. Ils ne mentent pas, ils ont juste hérité d'une alarme incendie qui ne sonne que si le feu a la bonne couleur, quoi. Bah, du coup, c'est pas pratique. En fait, ce qui est surtout reproché au staff, c'est même pas le fait que le seuil n'ait pas été franchi. Ce qu'on leur reproche, c'est que même en dehors du seuil, même en dessous de la limite officielle, ils ont strictement rien fait pour adapter quoi que ce soit. Aucun match décalé, aucun horaire repoussé, rien. Le programme est resté exactement le même que s'il avait fait 22 degrés et un petit vent frais, quoi. Et c'est là que la comparaison avec l'Open d'Australie, elle fait très mal. Parce qu'à Melbourne, quand il fait trop chaud, et là-bas ils connaissent le sujet, hein, c'est l'été austral, il fait régulièrement 40 degrés, bah ils attendent pas que le seuil magique soit atteint pour bouger. Ils décalent, ils repoussent les matchs d'une heure, 2 heures, parfois 3 heures, ils attendent que le pic redescende, et ils relancent quand les conditions sont un minimum viables. C'est du bon sens, c'est pas de la science, et c'est exactement ce que Djokovic demandait en conférence de presse. Pas de fermer le tournoi, pas d'annuler des matchs, juste de ne pas envoyer des joueurs au massacre à 16 heures quand il fait 34 degrés alors qu'on pourrait très bien jouer à 19 heures. Est-ce idéal de jouer jusqu'à minuit? Non, mais en cas de vague de chaleur, peut-être qu'il faut y réfléchir, a-t-il déclaré. Et ça, bah, force est de constater que Roland Garros a refusé de le faire. Du coup, maintenant, la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi s'entêter? Pourquoi ne pas juste décaler? Et la réponse, bah, elle va au-delà du tennis. Parce que bon, faut le dire clairement, si on ne décale pas les matchs, si on ne ferme pas le toit, si on laisse les joueurs cramer à 16 heures, ce n'est pas par négligence ou par bêtise. C'est parce que tout un système pousse pour que le show continue, coûte que coûte. Roland Garros, c'est pas qu'un tournoi de tennis, c'est littéralement une industrie. C'est des centaines de millions d'euros. Et quand vous regardez où va l'argent, vous comprenez tout de suite pourquoi décaler un match devient un casse-tête total. D'abord, bah, y a la télé. Les droits de diffusion valent une fortune et ils s'accompagnent de créneaux horaires précis, négociés, déjà vendus. Les chaînes veulent leur grosse affiche à des heures de grande écoute, pas à minuit quand tout le monde dort. Donc décaler un match, c'est foutre en l'air une grille de programmation pour laquelle des gens ont payé très très cher. Et la session de nuit sur le cours central, elle aussi, elle est vendue à part comme un produit premium. Ensuite, bah, y a la billetterie. Des dizaines de milliers de spectateurs achètent des places pour une session précise, le jour ou la soirée. Si vous repoussez tout de 3 heures, vous décalez la session suivante, vous chamboulez l'organisation entière du site, vous mécontentez tous les gens qui ont payé pour voir tel joueur jouer à telle heure. Bref, c'est littéralement un château de cartes, hein. Vous bougez une pièce et il y a tout qui s'effondre. Donc l'inertie du système pousse dans une seule direction, ne rien bouger, tenir le programme et faire jouer. Et au milieu de tout ça, les corps des athlètes, bon bah c'est pas la priorité quoi au final. C'est ça la vérité froide. Dans la balance d'un côté vous avez la santé des joueurs et des ramasseurs de balles, de l'autre les droits télé, la billetterie, les sponsors, la logistique et l'aiguille penche toujours du même côté généralement. Le truc c'est que cette canicule de fin mai, c'est pas un accident isolé, c'est pas ah cette année il fait chaud, pas de bol. Météo France le dit noir sur blanc. Avec le changement climatique, ces épisodes vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus précoces, de plus en plus intenses. Traduction, bah, ce qu'on a vécu en 2026 n'est pas une anomalie, c'est juste un avant-goût, c'est le nouveau normal en final. Roland Garros, tournoi de fin de printemps donc, va devoir composer encore et encore avec des chaleurs pareilles. Parce que pour l'instant, on a eu de la chance. Sinner s'est relevé, Rude a pu reprendre, l'ado du cours numéro 7 s'est remise, à chaque fois on est passé à côté du drame, mais un système qui ne se déclenche que quand un indice dépasse un seuil qu'on atteint quasiment jamais à Paris, c'est un système qui parie sur la chance, et par définition la chance, ça finit toujours par tourner. Bref, voilà, c'était une petite vidéo pour répondre à cette actualité et pour rajouter un peu de contexte. J'espère que ce petit format de vidéo vous plaît. Écoutez, j'essaierai d'en sortir souvent si je vois que ça vous intéresse. Ça va être un peu tout le but de cette chaîne Vestiaire, à savoir une chaîne où on est en plus petit comité, on parle de sujets moins chargés et plus d'actualité. Je vais peut-être aussi sortir sur cette chaîne des vlogs sur la création de contenu en général, donc les backstage de la chaîne principale, de cette chaîne-là, d'autres chaînes que je vais vouloir lancer. Bref, pas mal de choses, hein. Voyez ça vraiment comme une chaîne bonus quand j'ai le temps de vous faire une petite vidéo comme ça. Allez, salut!